Ils avaient la puissance de frappe. On ne pouvait pas rêver mieux. C'était le top. Le maquillage, les épaulettes et les muscles. Ils s'entraînaient comme des acharnés. Sur le ring, ils en imposaient. On était deux durs à cuire qui voulaient devenir catcheurs. Alors que les autres, c'était l'inverse. Ils ressemblaient aux méchants de Mad Max. Et encore, ils étaient pires. Dans l'histoire du catch, aucun duo n'a dominé le ring comme Hawk et Animal, les Road Warriors. Au Japon, ils étaient accueillis comme Godzilla. En les voyant, on se disait « J'espère qu'ils vont pas me tuer ». Ils faisaient peur. Ils se taillent un chemin jusqu'au sommet et deviennent un phénomène du catch. Mais le mode de vie extrême de l'un des deux va signer leur perte. Quoi qu'il fasse, il n'avait aucune limite. Après les matchs, il était incontrôlable. Quand je me suis réveillé, c'est là que ça allait pas. C'était son moyen d'échapper à la réalité. On va te faire regretter d'être encore en vie. Être sur la route, c'est l'enfer. À 46 ans, Hawk des Road Warriors est décédé brutalement d'une crise cardiaque. J'ai pleuré comme un bébé. C'était mon ami. On avait traversé les pires épreuves ensemble. Le catch en équipe permet d'offrir aux fans des matchs bien plus complexes et dynamiques que les tête-à-tête habituels. Les plus grandes tag teams de l'histoire se distinguent par leur relation fusionnelle et une symbiose totale. Quel meilleur exemple que Mike Hawk Extrend et Joe Animal Laurinaitis. À une époque dominée par de fortes personnalités, Les Road Warriors sont complètement tarés. où les matchs 1 contre 1 sont la norme, les Road Warriors cassent les codes. Ces guerriers post-apocalyptiques semblent tout droit sortis d'un comic book. Tout ce qui compte pour nous, c'est de foutre des raclés. Leur personnalité excentrique les propulse en tête d'affiche. Ils enchaînent les victoires, mais le succès a un prix. Dans cet épisode, nous allons vous révéler le lourd tribut payé par ces deux hommes et la fin tragique de leur amitié fraternelle. Le catch en équipe, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je vois ça comme un art. 4 personnes qui dansent sur le ring. Je suis Road Warrior Animal, la moitié de la meilleure tag team de toute l'histoire du catch, les Road Warriors. Avec 2 personnes, on raconte plus de choses qu'avec une seule. Mais on ne peut pas juste choisir 2 gars au hasard. Il faut qu'ils se connaissent bien. Je m'appelle Barry Darsow. J'ai été Repoman et Smash dans la tag team Demolition. On a fait des matchs incroyables contre les Road Warriors. Leur point fort, c'est qu'ils étaient complémentaires. On aurait dit que personne ne pouvait les battre. Et ils avaient un look d'enfer. J'ai tout de suite compris que ces deux-là avaient un truc en plus. Paul Ellering, manager des Road Warriors pendant plus de 20 ans. Une équipe pareille, il n'y en a qu'une par génération. Ils ont été souvent copiés, mais jamais égalés. Hawk et Animal avaient peur de rien. Hawk, c'était le déjanté. Et Animal, celui qui prenait les choses en main. D'habitude, dans une tag team, il y a un balèze et un petit. Mais là, on était 2 monstres. Ils faisaient des trucs qu'aucun autre type de leur corpulence savait faire. Je m'appelle Nikita Koloff. Je ne suis pas russe, même si c'était mon gimmick. Prendre l'autre sur ses épaules, sauter, c'est ça qu'on attend d'une tag team. C'est eux qui ont inventé le Doomsday, où un des deux saute sur l'adversaire depuis le poteau. Ça a été le finish ultime pendant des années. Ils savaient toujours ce que l'autre pensait. Mais Animal avait un peu plus la tête sur les épaules. Joe était beaucoup plus patient que Mike. C'était connu dans le milieu que Mike pétait les plombs pour un rien. On est devenus potes directs. J'avais 18 ans et je le connaissais déjà de réputation. Un mec balèze, imprévisible. En 1977, Mike Extrent et Joe Laurinaitis ne sont encore que 2 gamins d'un quartier populaire et difficile de Minneapolis. J'allais à la salle de sport de Jesse Ventura.
Un jour, j'étais en train de pousser 140 kilos au développé couché quand un type m'a filé une grosse claque sur les pecs. « Tu fous quoi, là ? Faut que tu charges plus que moi. » Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Mike Extrand. C'est Mike, il avait été élu petite brute de l'année. Ouais, ça se voit. Il prenait la pause. Mike se bagarrait souvent. Il n'y a rien qui l'amusait plus que de cogner sur quelqu'un. Tant qu'on le laissait tranquille, ça allait. Mais il fallait pas le chercher. Je suis Rich Extrand, le frère aîné de Mike. Et moi, Dan Extrand, j'ai 4 ans de moins que Mike. Mike ne savait pas quoi faire de sa vie. En plus, on avait perdu notre mère. Allez, courage. Il a fini par trouver sa voie, mais ça n'a pas été sans mal. Il était hyperactif. Même assis, il fallait qu'il bouge. Il avait beaucoup d'énergie. Il s'en servait pour soulever de la fonte et taper des gens. Ouais. Hawk habitait de l'autre côté du chemin de fer. Il était le caïd de son quartier. Et moi, j'étais le caïd du mien. Je m'appelle Scott Norton. Je suis catcheur et je viens de Minneapolis. J'ai grandi avec Mike Extrand. Un jour, pour marquer son territoire, il a tabassé un gars d'un lycée au sud de la ville. Et puis il a fait pareil dans le quartier nord et le quartier ouest. Pour s'entraîner, il se filait lui-même des coups de poing et y allait carrément. Rien que sur ma main, ça fait déjà mal. Il avait toutes les dents cassées. Son visage était en miettes. Cette enfance difficile dans un quartier chaud de Minneapolis prépare les deux jeunes hommes à la carrière qui les attend. Leur cercle d'amis compte d'ailleurs un nombre impressionnant de futures stars du catch. C'est marrant qu'autant de gars de Minneapolis aient fait carrière dans le monde déjanté du catch professionnel. Mr. Perfect Kurt Hennig, The Road Warriors, John Nord, Barry Darsow, Nikita Koloff, Rick Rude, Scott Norton, on se connaissait tous. Ce qui nous a rapprochés, c'est quand Hawk m'a proposé de bosser dans le même bar que lui, le Grandma Bees. Joe et Mike se font la main dans l'un des bars les plus dangereux de la ville. Ça payait les factures et surtout, ça lui permettait de se défouler. Comment ça? Il pouvait tabasser des mecs et en plus, il était payé pour. Comme le catch, en fait. Je peux pas citer de nom, mais l'ancien proprio du bar où on était videur dealait de la coke. Quand un type lui devait du fric, il nous demandait d'aller le voir. Une fois, on en a suspendu un par-dessus le pont de Franklin Avenue. Et on lui a dit « T'as intérêt à payer ». Grandma Bees était aussi un club de striptease. Et ils organisaient des concours de t-shirts mouillés. Donc, ça attirait les pires mecs possibles. Chaque soir, il se passait un truc. Notre barman, c'était Ed Sharkey, un ancien catcheur de l'AWA. Un jour, il est venu nous voir et il nous a dit « Je vais monter une école de catch. Ça vous tente ?» Sur le coup, on n'était pas trop chaud. Et puis, je me suis dit « Bon, après tout, j'ai rien à perdre. » Je m'appelle Eddie Sharkey. Le catch, c'est toute ma vie. J'ai commencé dans les foires et puis je suis devenu catcheur professionnel. J'ai aussi été arbitre, promoteur et entraîneur. J'ai tout fait. Eddie était proprio d'une salle de boxe dans le sous-sol d'une église, au nord-est de Minneapolis. Eddie, c'était un sacré personnage. Il restait assis et il nous criait « Super ce plaquage, beau dropkick !» Mais il se levait jamais. Je leur disais, faites pas de suplex, vous allez vous blesser. Et puis je sortais de la salle. Et quand je revenais, j'envoyais un valdinguer en l'air. Ah, je vous jure. Ed nous a jamais appris à frapper pour de faux. Donc quand on se battait, on y allait à fond. Ça finissait toujours avec des nez cassés et du sang partout. Au début, Eddie nous a laissé faire. Et au bout d'un moment, il nous a montré comment s'y prendre. Eddie se rend vite compte que ces jeunes talents pourraient faire carrière sur le ring. Ollie Anderson, encore un gars du Minnesota, était un grand catcheur devenu promoteur reconnu. Un jour, il est venu à Grandma Bees.
Un soir, un client du bar était un peu agité, donc je l'ai escorté dehors. Une main sur le col, une main sur la ceinture, et je l'ai envoyé valser. On avait installé un câble devant la porte. Le but, c'était que les types fassent la culbute. Donc je le lance et il atterrit au pied de Holly Anderson. Je l'ai salué et je suis reparti. Quelques jours plus tard, il me faisait venir à Atlanta. Alors qu'Holly recrute Joe pour combattre en Géorgie, son futur partenaire a déjà été approché par une autre fédération. Mike a commencé à bosser pour Altomco, au Canada. Ceux qui ont de jolies femmes, faites gaffe. Quand elles vont le voir, elles vont devenir folles. J'ai démarré sous le nom de Road Warrior, au singulier. Je ressemblais à un membre des Village People. Il ne faut pas oublier que quand Joe a commencé, sa copine était enceinte. Selon moi, il a fait ce qu'il fallait. Il l'a demandé en mariage et il s'est occupé de son enfant. J'envoyais tout l'argent que je gagnais à ma famille. Soit $150 pour 9 combats par semaine. J'ai perdu 20 kilos. C'était pas tenable. Mike se plaisait pas non plus à Vancouver. Donc on est rentré chez nous. Je me faisais plus comme videur en un soir qu'en 2 semaines là-bas. Holly Anderson est revenu nous voir. Ed Sharkey lui a montré une photo de Mike à Vancouver. Et Holly a cru que c'était moi. Quand Ed lui a dit « C'est Mike, pas Joe », Holly l'a regardé et il a fait « Il y en a 2 comme ça ?» Joe et Mike, vous êtes une équipe. On se voit à Atlanta. Holly m'a appelé, il m'a dit « À partir de maintenant, vous êtes les Road Warriors. » Après des débuts tumultueux dans le monde de la nuit, Joe et Mike sont sur le point de devenir des stars et par la même occasion de courir à leur perte. En 1983, Joe Laurinaitis et Mike Extrand sont recrutés par un promoteur en tant que tag team. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à révolutionner le monde du catch. Merci d'être avec nous. Quand avez-vous commencé le catch? J'ai regardé un match et je me suis dit que je pouvais faire mieux. La première fois qu'on est passé à la télé, on était encore débutants. Victoire pour les Road Warriors! Quand on a fait nos débuts à la télévision, on n'en revenait pas. Dans notre fédération, il y avait plein de catcheurs super connus. Sergeant Slaughter, Tito Santana, Dusty Rhodes, que des stars. Et nous, on était au milieu de tous ces mecs-là. Le matchmaker Holly Anderson accueille ses nouveaux protégés avec une idée particulièrement audacieuse. Ils nous ont donné les ceintures dès qu'on est arrivé. On leur a demandé où on était censé les avoir gagnés. Et eux, ils nous ont répondu, vous avez qu'à dire que c'était à un tournoi à Chicago. Tout droit venu de Chicago. Holly nous a dit, c'est des nouveaux. Ils viennent aussi du Minnesota. Donc je vous les confie. Ils ont trouvé leur nom eux-mêmes. Holly a dit à Joe, toi, t'es un animal. Et je crois que Mike a répondu, moi, je suis un faucon. Hawk en anglais. Et voilà. Animal et Hawk. Après leur premier match ensemble, les tout nouveaux champions Hawk et Animal s'allient à Paul Ellering. Il devient leur manager à l'écran comme à la ville et leur fait grimper les échelons. Je les ai embarqués dans ma camionnette dès le premier jour. Et c'était parti. C'est grâce à Paul qu'on a autant progressé. Et il nous a dit d'utiliser la force brute, car c'était notre point fort. On allait se poser dans un diner et Paul nous dessinait tout sur une serviette. Animal, toi tu es là, Hawk t'es ici, balance ce mec dans les cordes, Hawk on va te faire tomber. On se pointait sur le ring habillés comme des beutards, avec les bottes et tout le bordel. Et au bout d'1 mois, Holly nous a dit, j'ai une idée. Vous voyez le méchant dans Mad Max 2 avec la crête rouge et la plume en boucle d'oreille? On va s'inspirer de son maquillage. Jusque-là, le seul maquillage que les types faisaient, c'était un œil au beurre noir. On a essayé plusieurs trucs différents. Le but, c'était de faire ressortir notre personnalité. À un moment, Mike a dit « J'ai une autre idée. Et si Animal se faisait une crête pour ressembler au méchant du film? Moi, je m'en ferais 2, et comme ça,
quand on se penchera, on n'en verra plus qu'une. C'est venu d'où, les épaulettes cloutées? C'était l'idée d'Animal. Il a eu un coup de génie ce jour-là. J'avais un ami qui était métallurgiste. Je lui ai commandé des pics de 15 cm, de 10 et de 5. Et puis je suis allé prendre ma perceuse et j'ai fait des trous dans les épaulettes. Je me prenais pour Picasso. Après, j'ai rajouté des chaînes et voilà, les Road Warriors avaient leur costume. Dès qu'ils les ont enfilés, j'ai su que c'était gagné. Le public a adoré. Par contre, leurs adversaires se faisaient rouler dessus. Hawk allait les voir pour s'excuser d'avance. Pardon, mais vous allez prendre une raclée. C'était des bad boys. Et c'est ça que les gens aimaient. Tant qu'on les frappait pas dans les couilles ou qu'on leur cassait pas le nez, ça allait. Mais quand on faisait le coup de la corde à linge, je peux vous dire que certains valsaient pour de vrai. De plus en plus de gens avaient le câble. C'était le début d'une révolution dans le monde du catch. Au début des années 80, et contrairement aux autres fédérations, la Georgia Championship Wrestling bénéficie d'un créneau en prime time sur TBS, la première chaîne locale à être diffusée dans tout le pays. En 1984, j'ai dit aux autres gars de l'équipe, on va pouvoir passer de la Géorgie au monde entier. Paul nous faisait travailler pour l'AWA ou la NWA, et puis il nous envoyait au Canada contre les frères Rougeau, ou à Porto Rico contre Carlos Colon. On allait partout sans être rattaché à personne. Paul fait très attention à ce qu'aucun promoteur essaie de nous manipuler. On était une des rares équipes à être en tête d'affiche tous les soirs. On bougeait tout le temps, donc le public se lassait pas. Où qu'on aille, les matchs étaient à guichet fermé. Quand les gens entendaient le Road Warrior pop, ils savaient tout de suite qu'on était là. C'était tellement fort, ça m'a rendu sourd. Même maintenant, quand il y a une ovation, on appelle ça le Road Warrior Pop. À quel moment vous vous êtes rendu compte de votre succès? Quand on est allé au Japon pour la première fois, à peine sorti de l'avion, on avait une interview. Et là, on voit 150 photographes et journalistes de tout le pays. C'était plus que quand Michael Jackson est venu. Ce soir, on va se battre comme on s'est encore jamais battu. Les Japonais nous adoraient, car ils aimaient avoir peur. On était là pour faire du catch, mais aussi pour divertir les gens. On était en avance sur notre temps, et ça leur plaisait. On n'avait rien à voir avec les catcheurs japonais. Personne nous faisait peur. Personne. On a combattu contre des types super balèzes comme Killer Khan. Quand je l'ai soulevé à bout de bras, les Japonais en croyaient pas leurs yeux. Il devait faire 1m90 pour 165 kilos. Je l'ai soulevé et je l'ai jeté au sol. Ça a fait les gros titres. Tout le monde savait que Mike aimait faire la fête. Quoi qu'il fasse, il n'avait aucune limite. Il n'y a rien qui lui faisait peur. Il s'est mis à fréquenter des Yakuza. Il sortait dîner avec eux, et puis on le voyait plus pendant 2 jours. Il m'a raconté que quand un Yakuza commettait une faute, il lui coupait une phalange. Il revenait avec des liasses de billets. Déclarés. Joe était plus du genre à aller tranquillement au restaurant et à se coucher tôt pour être en forme le lendemain à l'entraînement. Alors que Hawk était déchaîné. Il adorait sortir. Il n'avait pas le bouton off. Il vivait tout le temps à 100 à l'heure. Et j'ai commencé à en avoir marre. En 1986, les Road Warriors comptent parmi les plus grandes stars du catch. Être aussi bon dans autant de régions différentes, c'était du jamais vu. Évidemment, mon but, c'était qu'on se fasse de l'argent. Ce genre d'opportunité, ça arrive qu'une fois. À tous ceux qui regardent,
Vous êtes les prochains sur la liste. À chaque fois que je voyais un match de Mike, je trouvais ça incroyable. J'en revenais pas de tout ce qu'il avait accompli en aussi peu de temps. Plus la popularité des Road Warriors augmente, plus les fédérations se rendent compte qu'en faisant appel à eux, elles ont la garantie de faire salle comble. Ce qui était vraiment génial, c'est qu'on n'a jamais eu à changer qui on était. Même quand on est passé de heel à babyfaces, après notre combat contre les Call of. Mon meilleur souvenir, c'est notre strap match avec des chaînes. Le public nous encourageait en criant USA. Ils nous aimaient comme méchants et ils nous ont adorés comme gentils. Et voici les gagnants de Road Warriors. En 1986, la fédération Jim Crockett Promotions, basée en Caroline du Nord, propose aux Road Warriors d'être la tête d'affiche de leur plus gros événement. Dusty Rhodes nous a dit « J'ai une idée ». Un match échafaudage. Ça avait jamais été fait à l'échelle nationale. Or, je pesais 140 kilos et Hawk 120, sans compter les deux gars de Midnight Express qui étaient chacun à 90 kilos. 3 jours avant le match, Hawk s'est cassé un petit os de la jambe à Tokyo. Mais hors de question d'annuler. Il a fait le match avec une jambe cassée. Il savait que c'était un événement très attendu. Donc, il voulait pas décevoir le public. Dans beaucoup de sports, catch y compris, les athlètes se font mal. Et au bout d'un moment, ils ont recours à l'automédication. Ils vont même plus voir le médecin et ça devient un cercle vicieux. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Hawk. À quel moment vous vous êtes rendu compte que Hawk devenait incontrôlable? Il a commencé à mal tourner à la fin de notre période NWA, WCW, avant qu'on intègre la WWF. Il buvait trop, ça faisait aucun doute. Hawk était un grand fan de vodka. Et puis surtout, il y avait les décontractants musculaires. Je dirais que pour 85% des catcheurs qui meurent prématurément, c'est à cause de ça. Joe a été très déçu par Hawk. Il a fait attention à ne rien laisser paraître. Mais je le connaissais assez pour m'en rendre compte. Ils étaient un peu comme un couple marié. Parfois, on n'est pas d'accord avec l'autre. Et donc forcément, il y a des tensions. Au début, ça allait encore. C'était pendant nos années dans la WWF que la situation a vraiment commencé à dégénérer. Les Road Warriors ont conquis le monde du catch à une exception près, et pas des moindres. Malheureusement, le monde de la WWF et la pression qui va avec signeront leur perte. La WWF a toujours été dans notre ligne de mire. Le catch, c'est la guerre. Et c'est là-bas qu'il fallait être pour faire partie des vainqueurs. Or, c'est ce qu'on voulait. Legion of Doom va vous faire comprendre ce que c'est que de souffrir. Vince venait d'engager Modern Day Warrior. Et ils avaient déjà Ultimate Warrior. Donc il nous a demandé si on pouvait pas trouver un autre nom que Road Warriors. Et moi j'ai proposé Legion of Doom. Et il m'a répondu « Super, j'adore, on va vous appeler comme ça ». Hawk adorait Musclor. L'homme le plus fort de tout l'univers. Il manquait jamais un seul épisode. Il aimait aussi beaucoup les dessins animés avec les méchants de la Legion of Doom. Quand on était en voiture, il s'amusait à inventer des histoires comme si on en faisait partie. On n'en pouvait plus d'être tout le temps sur la route. 14 jours de boulot, 4 jours de pause, et c'était comme ça tout au long de l'année. On dormait quasiment pas. Donc les blessures étaient courantes. Les gars étaient épuisés. Ils devaient s'entraîner, faire le spectacle, et voilà qu'en plus, ils avaient mal. Donc ils prenaient un antidouleur, et puis ils se mettaient à boire et à prendre d'autres trucs. C'était le cercle vicieux classique. La spirale infernale dans laquelle se trouve Hawk est sur le point de mettre fin à l'ascension fulgurante des Road Warriors. Et ce, devant un public record. Les fans le savent déjà, mais j'ai longtemps fait partie de la WWF. Je suis surtout connu pour le gimmick du Godfather. Bon, alors,
On était en boîte, et tout d'un coup, Vince a eu envie de tester les finishes de tout le monde. Or, celui des Road Warriors s'y fait mal. Vous avez vu leur finish? Même sur le ring, je refuse. Et Vince a voulu le faire en boîte de nuit. Imaginez le PDG d'une énorme entreprise qui se prend des mandales dans un club de striptease. J'étais comme ça. Alors que les Road Warriors atteignent de nouveaux sommets dans la WWF, les abus de Hawk deviennent durs à cacher. C'était le début des matchs en pay-per-view et des gros événements. J'étais fier de mon métier et je m'appliquais parce que je voulais faire partie des meilleurs. Mais malheureusement, c'est à cette période-là que Hawk a sombré. Il était souvent testé positif au contrôle antidopage et interdit de match pendant 3 mois. Et vu qu'on était une équipe, moi j'étais pénalisé aussi. Le problème, c'est que Mike n'était pas du genre à se cacher. Que ce soit l'alcool, la drogue ou même les stéroïdes, il n'hésitait pas à dire ouvertement qu'il en prenait. La descente aux enfers de Hawk atteint le point de non-retour lors d'un match au stade de Wembley à Londres devant 80 000 fans. Ce match est resté dans les annales. Il y avait presque 90 000 personnes. On était censé combattre pour le titre de champion du monde en tag team. Pendant l'entraînement, Vince McMahon essayait de nous dire ce qu'il voulait qu'on fasse. Et je voyais bien qu'il était furieux parce que Hawk arrêtait pas de l'interrompre. Attends, Vince, j'ai une idée. J'ai appris plus tard que Hawk prenait du Placidil, une drogue hallucinogène qui dure 6 heures, alors qu'on faisait notre entrée à moto. Ça nous a coûté l'événement principal contre les Natural Disasters. À la place, on s'est battu contre Money Incorporated, des débutants. En voyant son partenaire monter sur le ring, Animal comprend qu'il n'est pas en état de combattre. Ils voulaient qu'on fasse le Doomsday, notre finish. Mais je leur ai dit, non, on peut pas. Hawk va tomber du poteau. Ils ont insisté, mais ça se voyait qu'il n'en était pas capable. Il tenait à peine sur ses jambes. Donc on a changé le finish. Hawk était planté en plein milieu, je devais le pousser. Pourtant, quand il était en forme, c'était vraiment le meilleur. Personne n'arrivait à son niveau. Mais quand il était dans cet état-là, il était bon à rien. Je lui en ai voulu. Je savais qu'on allait se prendre une suspension. Et ça, croyez-moi, ça me foutait les nerfs. La WWF avait dépensé des millions pour cet événement. C'était le plus gros de toute leur histoire. Donc s'il y avait bien un match où il fallait pas se foirer, c'était celui-là. Excédé par l'insouciance de Hawk, Animal décide de continuer sa carrière de son côté. Après le match à Londres, on est tout de suite rentré aux États-Unis pour une interview. Je suis arrivé avec Paul Ellering. On était prêts, mais aucune trace de Hawk. On savait pas où il était. Comment ça? Il n'était pas dans l'avion, il avait disparu. Et là, on a appris qu'il avait appelé Vince pour lui dire « J'arrête tout ». Mais j'étais censé faire quoi, moi? Après avoir passé des années à jouer les médiateurs, Animal jette l'éponge. Il renonce à convaincre son partenaire de rester. Cette fois, il avait vraiment dépassé les bornes. Je lui ai dit, écoute, j'en peux plus de tes conneries, OK? C'est terminé. Joe a dû baliser. Comment est-ce qu'il allait faire? Le catch, c'est toute notre vie. On est loin de notre famille et on se bat pour atteindre le sommet. Alors, quand on y arrive enfin, c'est terrible de dégringoler. Et là, c'est ce qui allait se passer. Mike démarrait toujours au quart de tour. Son comportement risquait d'avoir des conséquences pour Joe, mais aussi pour Ellering. Moi, je voulais rester professionnel jusqu'au bout. Donc, j'ai décidé de faire les dernières dates qui nous restaient avec la WWF, histoire de protéger notre réputation, au cas où on veuille revenir. J'en ai parlé à Mike en lui expliquant tout ça. Mais il avait tellement perdu les pédales qu'il était parti faire son truc dans son coin au Japon. Il en avait plus rien à foutre de nous. Il est parti de son côté. C'était terminé. Il a transformé Kensuke Sasaki en Power Warrior avec des épaulettes et du maquillage. C'était notre gimmick, ça.
Hawk met en péril le futur de la tag team la plus populaire au monde en remplaçant Animal et en expatriant les Road Warriors au Japon. Je vous présente celui qui va révolutionner les matchs en tag team, mon nouveau partenaire, Power Warrior. Hey, qu'est-ce que tu fous, mec? Regarde, moi je te remplace pas. Je suis tout seul. Après ça, je me suis fait 2 hernies discales lors d'un match 2 contre 1. Animal s'est blessé. Pendant 2 ans, j'ai arrêté tout ce qui touchait au catch. Je pensais en avoir fini pour de bon. Pendant qu'Animal est en convalescence, Hawk continue sur sa lancée. Mais sans les conseils avisés de son partenaire, il ne tarde pas à perdre le contrôle. Il s'est retrouvé 3 fois aux urgences à cause d'une overdose. Il est aussi rentré de plein fouet dans un semi-remorque. Et il a fait 6 tonneaux sans porter de ceinture. C'est arrivé à plusieurs reprises que Hawk frôle la mort. Mais il aura fallu attendre qu'il chope l'hépatite C pour que ça lui fasse vraiment un choc. C'est assez courant dans ce milieu. Certains catcheurs faisaient n'importe quoi. Ils s'injectaient plein de drogues différentes. Ils faisaient des mélanges. Et ils partageaient tous la même aiguille. Ils étaient complètement tarés. Hawk a pris de l'interféron, le traitement contre l'hépatite C. Et ça a marché. Sauf que quand le médecin lui a dit qu'il était guéri, lui, il a compris ça comme « je peux me remettre à boire et à sortir ». Visiblement, Hawk n'est pas prêt de lever le pied. Mais en 1997, la WWF fait une offre aux 2 anciens partenaires qu'ils ne peuvent pas refuser. Vince McMahon et la WWF nous ont beaucoup apporté. C'est des gens réglo. Et c'est pour ça qu'on accepte de travailler avec eux. Au fond de moi, je savais que les Road Warriors finiraient par se reformer. On était uniques. Aucune autre tag team était capable de faire ce que nous, on faisait. Animal est comme mon frère. Être en équipe depuis 14 ans, c'est un record. On fait qu'un. Leur contrat contient une police d'assurance très stricte, les obligeant à faire tous leurs matchs. Un nouveau membre vient également rejoindre l'équipe. L'ancien Bronco de Denver de 29 ans, Darren Drozdov. Ils ont rajouté Droz. C'est devenu le plus jeune membre des Road Warriors. Je me souviens encore de notre rencontre. C'était des légendes. Je m'appelle Darren Drozdov. Je fais partie des catcheurs qui ont collaboré avec les Road Warriors. Et ça a été une super période. En plus d'assurer ses arrières, la WWF décide de mettre à profit la vie privée des Road Warriors et leurs problèmes personnels. Vince McMahon nous a dit « On a une idée pour le match. Hawk va faire semblant d'être bourré en direct. » Il a l'air sous. Il faut annuler le match. Il titubait sur le ring et moi, je devais essayer de les séparer. Droz vient d'attaquer Hawk. Il disait « On n'a pas besoin de lui, il a replongé. » Droz inflige à Hawk son propre finish. C'était vraiment triste à voir. Mais c'est tout le principe du catch. On prend un aspect de votre personnalité et on l'exagère. Je trouvais ça un peu limite. Mais Hawk n'a rien dit. Ça avait pas l'air de le déranger. Il voulait que Hawk grimpe au sommet de l'écran géant et que moi, j'essaie de le dissuader de sauter. Hawk, je sais pas ce que tu ressens. Par contre, ce que je sais, c'est que moi, je tiens à toi. Droz a fait comme s'il s'était réconcilié. Il est monté pour aider Hawk, qui était soi-disant sourd. Sauf qu'au dernier moment, Droz l'a poussé. Ça y est, en bon sang. Il est tombé. Honnêtement, ça me disait pas trop de faire cette storyline. J'ai trouvé que c'était trop proche de la réalité. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Cet angle déplaît non seulement à Hawk et Animal, mais aussi aux fans. Une fois de plus, les Road Warriors décident de repartir chacun de leur côté. On nous a envoyés en Australie. Il y avait la plage, des cocktails, du Xanax vendu sans ordonnance. C'était vraiment la catastrophe assurée. J'avais entendu dire que certains catcheurs, dont Hawk, avaient trouvé de quoi passer un bon moment, disons. Au final,
Ça les a mis KO pendant 2 jours. Si vous prenez de la coke et des décontractants musculaires en même temps, votre cœur fait le yo-yo et il finit par fatiguer. En arrivant dans la salle, j'ai vu un attroupement. Sur le coup, j'ai cru qu'un type récupérait après son combat. Je me suis approché et j'ai reconnu Hawk. Il lui mettait un masque à oxygène. J'ai dit « Mais vous faites quoi? On a un match !» Ils m'ont répondu « Non, impossible. Il va faire un AVC. » Ils l'ont emmené à l'hosto. Hawk avait une cardiomyopathie. Son cœur allait lâcher. Il m'a appelé, il m'a dit « Il faut que tu viennes me chercher. » Pourquoi? Je veux pas mourir dans ce putain de pays. Hawk était comme mon frère. C'était pas évident pour moi. Parce qu'autant je l'adorais en tant que personne, autant je lui en voulais vraiment d'avoir fait ça. Je suis allé le chercher à l'hôpital contre l'avis du médecin et on a pris l'avion pour Los Angeles. Une fois arrivé, je lui ai dit « Maintenant, tu te débrouilles tout seul. » Alors que les années de gloire de Hawk et Animal semblent bel et bien derrière eux, un événement inattendu les rapproche. La toxicomanie de Hawk menace de détruire leur carrière. Animal n'a donc pas d'autre choix que de partir de son côté. J'étais à la salle de gym et là, je vois 6 mecs de 140 kilos qui débarquent. C'était une équipe chrétienne, la Power Team. Je suis allé à leur spectacle et j'ai vraiment adoré. Quand Joe m'a parlé de ça, je lui ai dit « Il y a un rassemblement à Phoenix, tu devrais venir. » Et il m'a répondu « Est-ce que Hawk peut m'accompagner ?» Mike a été le tout premier à se présenter devant l'hôtel. Il voulait confier sa vie au Seigneur. Il a même décidé de se faire baptiser dans une piscine ce week-end-là. Après ça, Hawk a complètement changé de vie. Il s'est tourné vers la religion et il a rencontré sa future femme, Dale. Il était très heureux avec elle. C'était plus le même homme. Mes motivations ont changé. Maintenant, je pense à ma famille, à ma fiancée. S'il m'arrivait quelque chose, je veux qu'elle puisse s'en sortir. Il disait souvent « Si Dieu m'a autant sauvé la vie, c'est pour que je la donne à Jésus. » Hawk et sa femme étaient en plein déménagement. Il avait fini d'installer tous les meubles lourds et il a dit à Dale « Je vais aller m'allonger un peu. Je me sens pas très bien. » J'étais dans mon jardin quand le téléphone a sonné. C'était Bob, un ami. Il m'a dit « T'as parlé à Mike ?»« Ouais, hier soir. »« Tu lui as reparlé aujourd'hui ?»« Ah non, pourquoi ?»« Joe, Mike est mort. » C'est avec une grande tristesse que le monde du catch a appris la mort de Michael Ekstrand ce dimanche 19 octobre à seulement 46 ans. Il n'a pas fait d'overdose, son cœur s'est juste arrêté. C'est une des choses les plus dures que j'ai eu à vivre. J'étais chez moi quand Animal m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Il m'a dit « Hawk est mort ». J'ai dit à ma femme, il faut qu'on aille à l'enterrement avec la camionnette noire. C'était la camionnette avec laquelle je l'avais emmené à l'aéroport le jour de notre rencontre. Je l'avais toujours. Je suis passé au magasin de bricolage et j'ai acheté des bombes de peinture noire pour recouvrir les traces de rouille. Puis on est tous montés à bord et on est partis pour la Floride. On roulait à 90 km/h. Tout le monde nous dépassait. Vous avez fait un discours à l'enterrement? Oui, je m'en souviens. Le 19 octobre 2003, des nuages noirs ont obscurci le ciel. Notre ami nous a quittés. Ensemble, nous avons parcouru tant de kilomètres et vu tant de choses. Pour reprendre une citation de Josie Wells hors-la-loi, Hawk, il est juste que les guerriers que nous sommes se mesurent dans la lutte pour la vie.
La mort de Hawk met fin à un tandem encore jamais égalé dans le monde du catch. Unique à la fois sur le ring et en dehors, il était un guerrier, un compagnon, un ami et un frère. C'était pas Hawk. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Pour nous, il est resté Mike. On le voyait pas comme Hawk. Ouais. Ses amis, c'était comme sa deuxième famille. Il répondait toujours présent. Sans lui, j'en serais pas là. Le plus grand compliment que je puisse faire à propos de Hawk, c'est que tout le monde aimait être en sa compagnie. Il a laissé un immense vide derrière lui. Animal pourrait sûrement vous en parler mieux que moi. Ils ont été inséparables pendant des années. Ils avaient plein de trucs en commun. Ils bossaient dur. C'était des catcheurs incroyables. Mais au fond, ils étaient très différents. C'étaient deux frères. Et comme tous les frères, ils s'aimaient, mais ça leur arrivait de se disputer. C'est vrai que parfois, à force d'être ensemble, on avait envie de s'étriper. Mais il y avait toujours un respect mutuel. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec lui. Depuis notre carrière au Japon jusqu'à notre vie de famille, il était comme mon frère. Je ne sais pas quoi faire sans lui. C'est ça le plus dur. On se souviendra de nous comme de la meilleure tag team de l'histoire. Et de moi comme un mec coriace, avec un sacré partenaire. Hawk était un membre du meilleur duo que le catch ait jamais connu. Personne frappait comme lui. Et il assurait en interview. Bien dit! C'était vraiment un sacré personnage. Sans lui, le catch sera plus jamais comme avant.